Bonjour à tous et à toutes. On va attendre encore quelques instants là, pour que la majorité des gens puissent se connecter. Puis le webinaire va commencer dans quelques instants. Alors, on va commencer. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Ça nous fait plaisir de vous voir là, en très grand nombre aujourd'hui pour ce 6e webinaire GDEP. Donc, on a la chance aujourd'hui pour une 6e fois de vous rencontrer là, dans le cadre des ateliers GDEP. Et cet atelier-là est rendu possible grâce à une contribution financière du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030. Donc, je me présente, Stéphanie Milot, chargée de projet au ROBVQ au niveau de l'aménagement durable. Et nous faisons cette série de webinaires-là en partenariat avec Réseau Environnement. Alors, aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir plusieurs intervenants qui vont venir nous présenter la thématique, en fait, des infrastructures vertes au niveau là, de l'adaptation au changement climatique. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui Mme Fabienne Mathieu, qui est présidente, directrice générale chez Éco-Gestion Solutions. Également, nous avons M. Alexandre Baker, conseiller en environnement pour la Ville de Québec. Et finalement, M. William Verge, qui est coordonnateur de projet au niveau de chez Enviro. Alors, avant de commencer les présentations, j'ai quelques petites consignes là, pour vous, pour que vous puissiez interagir tout au long du webinaire. En fait, vous pouvez, il y a dans votre fenêtre Zoom, vous avez plusieurs petites interfaces. Donc, il y a la fonction chat qui vous permet de converser soit avec un conférencier ou avec l'ensemble des participants. Et également, il y a la section Q&R ou Q&A au niveau. Donc, ça va vous permettre de poser des questions tout au long de la séance. Puis, en fin de séance, là, à la fin de l'heure et demie à peu près, on va avoir vraiment une période de questions qui va être intéressante. Vous pourrez ainsi interagir avec les conférenciers. Puis également, il y a la fonction de lever la main. Donc, si vous avez des questions supplémentaires là, en fin de période, il sera possible là, de poser ces questions-là. Et également, juste vous mentionner que cet atelier-là est enregistré. Donc, vous aurez la chance là, par la suite de réécouter la conférence. Ça va être disponible dans quelques jours, autant du côté de Réseau Environnement que du ROBVQ. Donc, vous pourrez écouter à nouveau ce webinaire et également les webinaires qui ont eu lieu par le passé. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mme Mathieu qui va pouvoir débuter la présentation aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ce n'est pas la première fois que je vais parler de ce sujet-là. Ça fait pas mal de temps que
que je fais des conférences sur cette thématique-là. Est-ce que, oui, je vais fermer ça. Hein. Est-ce que vous voyez mon écran? Mon partage d'écran est-il fait? Pas encore. Ah, est-ce que ça s'en vient? Non, il y a un petit problème. Si je fais ça, ah, c'est bon, c'est... Oui, c'est en train de charger. Il est en train de charger? Oui, Bon. Bon, exact. et voilà. Donc, oui, c'est ça. Je recommence. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Et je suis quand même, bon, ben, je suis urbaniste et je suis environnementaliste aussi. Ben, j'ai une maîtrise en environnement et je travaille dans le domaine de l'aménagement durable du territoire depuis près de 30 ans maintenant. Donc, voilà, pour commencer directement le vif du sujet. Bon, le plan d'atelier aujourd'hui, je vais faire une rapide remise en contexte. Je ne sais pas s'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà suivi des ateliers. Bon, on a certainement déjà dû vous parler bon, des impacts, etc., etc., mais je pense que c'est bon avant d'aborder la thématique principale de l'atelier qui est de vous donner des exemples de mise en œuvre de projets, surtout en lien avec l'aménagement du territoire. Je pense que c'est bon de faire un petit rappel. Ensuite, j'espère avoir le temps de vous présenter en fait deux projets qui ont été quand même des beaux exemples de réussite au niveau des développements de moindre impact et de la mise en œuvre de stratégies et d'outils en lien avec la gestion durable des eaux pluviales. Et on va avoir la chance d'avoir des personnes avec qui j'ai travaillé sur le projet du domaine Escapade au Mont Hadstock. Jérôme a accepté de venir nous faire un témoignage justement au niveau de tous les avantages que peuvent représenter pour les municipalités des projets là, qui mettent en œuvre des stratégies adaptées au changement climatique finalement. Et j'ai un autre projet à vous présenter, si on a le temps, un autre petit projet là, qui, lui, parle plus des plans intégrés et de la facilité de mettre en œuvre justement des stratégies de gestion durable des eaux pluviales à travers les plans intégrés. Donc, c'est parti. Dans la mise en contexte, bien sûr, évidemment, au début, ben, quand on dit... Les premières présentations qu'on faisait sur la gestion durable des eaux pluviales, c'était surtout en lien avec la qualité de l'eau. Mais aujourd'hui, l'eau, c'est quoi l'enjeu de l'eau? Principalement, ben, c'est en lien avec nos changements climatiques. Et évidemment, quand on parle changement climatique, on parle augmentation des températures. Hein, et ça peut être perçu comme quelque chose qui peut être le fun au Québec, on le sait, mais ce n'est pas toujours évident parce que nous, les changements climatiques, ils se traduisent de quelle façon? Mais principalement au niveau des précipitations. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont assisté à la conférence d'Alemaïou hier, mais dans ses conclusions, il a dit quelque chose qui m'a vraiment frappée là, au niveau des précipitations, des fréquences des précipitations extrêmes ou intenses au Québec. On va avoir une augmentation de plus de 18% de ces fréquences-là. Donc, c'est quand même énorme, là. Donc, augmentation des précipitations en général, augmentation de la fréquence des précipitations extrêmes, une augmentation aussi des quantités de précipitations hivernales. Et ça, c'est ce qui ne tombe pas sous forme solide, il faut qu'on soit conscient qu'elle va tomber sous forme liquide. Hein. Et pour les municipalités, c'est dramatique d'abord parce que ça va demander des équipements ou des techniques d'intervention l'hiver qu'elles ne sont toujours pas prêtes à faire parce qu'elles n'ont pas les équipements, puis on n'est pas adapté à ça. Et il y a aussi au niveau de l'accumulation de neige, bien, il va y avoir des changements. Oui, on va avoir moins de neige, mais on va en avoir peut-être moins au sud, mais certainement plus au nord du Québec. Donc, pour nous, au fond, si on regarde en termes de changement climatique par rapport à l'eau, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de modifications qui vont intervenir les prochaines décennies et qui sont déjà de toute façon en cours. Alors, un autre appel qui va faire le lien directement avec la thématique plus spécifique de l'aménagement du territoire dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est évidemment le cycle hydrologique de l'eau.
je ne reviendrai pas sur, tout le monde connaît ça, bon, on sait que l'eau, quand elle tombe du ciel, sa première, finalement, son premier cheminement préférentiel, si on veut, c'est l'infiltration. Hein, l'infiltration profonde, l'infiltration peu profonde. Ensuite, il y a l'évapotranspiration. Ça, c'est finalement l'eau qui est absorbée par la végétation et qui est relâchée dans l'atmosphère. Et enfin, en dernier, il y a ce qu'on appelle le ruissellement. Donc, c'est-à-dire l'eau qui n'est ni absorbée par les plantes, ni qui s'infiltre dans le sol, elle va ruisseler du ruisseau à travers les rivières pour se rendre finalement à l'océan. Et les modifications engendrées par l'urbanisation au cycle hydrologique sont majeures. Si on regarde le tableau que vous voyez ici en haut, si on regarde un milieu naturel, ce sont évidemment des moyennes, hein, ce sont comme des statistiques, mais c'est quand même très frappant. Ces statistiques-là vont varier en fonction de la nature du sol, des pentes, etc. Mais en moyenne, l'infiltration dans un milieu naturel représente 50%. Infiltration profonde et peu profonde. L'évaporation, elle, représente 40%. Le ruissellement, quant à lui, 10%. Si on regarde dans un milieu résidentiel conventionnel où on a un pourcentage d'imperméabilisation du sol qui peut varier entre 30 et 50%, mais on voit déjà qu'on a une grosse une diminution importante de l'infiltration qui se traduit directement par une augmentation de l'ordre de 20% au niveau du ruissellement. Et si on regarde dans des milieux qui sont très fortement imperméabilisés, là, j'ai mis un centre commercial, mais ça peut être un centre-ville qui est peu vert, si on veut. Eh bien là, on se retrouve avec une infiltration qui est quasiment minime pour un pourcentage de ruissellement qui peut représenter 75%. Et ça, ce 75%-là de l'ensemble de l'eau qui nous tombe du ciel, c'est ce qu'on doit gérer. Et c'est ça qui crée, c'est finalement ça qui crée le gros problème et qui va engendrer une série de conséquences que l'on va voir. Au fond, l'augmentation du ruissellement, si on veut, il est en lien avec évidemment la croissance de l'urbanisation. Il est aussi en lien avec l'augmentation de l'ensemble des surfaces imperméables, mais aussi avec une espèce de tradition. Il faut le dire comme ça. Hein. Nous, quand on développe, on dévégétalise. Hein, et on a adopté une certaine culture du gazon hein, qui est de plus en plus présente, mais qui existe depuis la banlieue, au fond. Hein. Le culte du gazon, il est arrivé avec la banlieue. Il faut bien être conscient qu'au niveau de l'évapotranspiration, hein, un gazon, ça évapore pas beaucoup, ça évapore pas beaucoup d'eau versus un arbre, par exemple. Un arbre, ça peut absorber une quantité d'eau énorme, un gazon, presque rien. Donc, toutes ces espèces en tout cas de tradition au niveau de la façon dont on s'implante sur notre territoire ont des conséquences importantes. Si on regarde maintenant au niveau des impacts de l'augmentation du ruissellement, excusez-moi, il y a bien entendu la chose qui fait le plus peur et qui représente le plus de risques et dont au Québec, on a vécu ces 15 dernières années des événements quand même très, très graves, c'est évidemment le risque d'inondation. Le risque d'inondation, il ne fait que croître. Et ce risque-là d'inondation, il est encore une fois en lien avec notre façon dont on développe, c'est qu'on ne tient pas compte quand on développe, ça c'est le cas de l'inondation du Richelieu, là. On ne tient pas compte des bassins versants. On travaille toujours à l'échelle d'un site ou d'un terrain, mais on travaille rarement à l'échelle d'un bassin versant. Donc ça peut avoir des conséquences en aval qui sont catastrophiques. Il y a évidemment beaucoup de dommages aux infrastructures, hein, surtout liés aux pluies extrêmes, au débordement des réseaux. Dans ce cas-ci, c'est un emportement de route dans la région de Charlevoix. Et ça va demander, d'abord, ça engendre énormément de coûts pour les municipalités, et c'est des risques aussi, des risques pour la sécurité publique, mais ça demande des coûts de modification énormes au niveau de l'ensemble de nos infrastructures pour les adapter finalement aux risques associés au changement climatique. Une autre conséquence majeure, c'est évidemment l'accroissement du risque d'érosion. Hein. On sait que
finalement, le ruissellement, il se retrouve où, hein? Quand c'est des réseaux unitaires, ils se retrouvent à l'usine de traitement, mais après ça, ils s'en vont dans l'exutoire. Puis quand c'est des réseaux séparatifs, bien, c'est bien certain, ils s'en vont directement dans les cours d'eau et les lacs. Et avec des conséquences importantes au niveau de la dégradation de la qualité de l'eau et aussi au niveau de la perte de la biodiversité de l'ensemble de la faune aquatique. Qualité de l'eau, c'est également majeur quand on est en présence, par exemple, d'un lac ou d'un cours d'eau qui est une prise d'eau potable. Et ça, je pense qu'Alexandre et William vont pouvoir nous en parler plus tout à l'heure. Donc, la qualité de l'eau brute dans le cas des prises d'eau est vraiment très importante et majeure. Il y a évidemment, ça, ce sont des impacts un peu sur les infrastructures, l'environnement, le domaine bâti, mais il y a dans une optique développement durable, évidemment, il y a aussi énormément d'impacts socio-sanitaires dont des fois on n'est pas toujours conscient parce que nous, on travaille plus dans notre domaine. Moi, c'est l'aménagement du territoire, bien sûr. Je dois être consciente du risque, mais le stress psychologique et physique pendant et après une inondation entraîne des problèmes de santé graves. Il y a aussi des problèmes de santé graves qui sont dus aux moisissures, suite à des inondations, même si elles ne sont pas énormes, ces inondations-là, on le sait, quand on a un petit peu d'eau dans notre sous-sol, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème. Plus d'accidents aussi. Plus d'accidents et principalement en lien avec le verglas et ce que je vous ai mentionné tout à l'heure au niveau des changements climatiques où ce qui ne tombait pas en neige tombait en eau l'hiver. Et que, bon, un Redoux, les municipalités sont très mal équipées pour gérer et contrer le verglas. Les grosses villes, ça va, mais les petites municipalités, c'est beaucoup moins évident. Et en fait, il y a la réduction aussi du potentiel d'activité de plein air et touristique et récréative qui est d'autant plus importante que pendant la période de confinement qu'on vient de vivre, presque 1 an et demi, presque, oui, où les activités de plein air est très cruciale. Donc, il faut être conscient qu'il y a une réduction du potentiel récréo-touristique et récréatif de nos milieux naturels. Et ça a aussi un impact, mais l'ensemble de toutes les conséquences, finalement, de ça sont des impacts économiques. Augmentation des coûts de traitement des eaux usées, augmentation des coûts d'entretien des infrastructures municipales, perte de revenus en lien avec la réduction des activités touristiques et récréatives, dévaluation des propriétés. Pas facile de revendre une maison aujourd'hui en zone inondable quand on sait, là, on se fait inonder une fois 2 ans. Là, ça se vend plus, ça. Augmentation des primes d'assurance. Et pas seulement augmentation des primes d'assurance individuelles pour les privés, mais surtout pour les municipalités. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont conscients maintenant qu'il va y avoir une espèce de cote, si on veut, qui va être associée aux primes d'assurance des municipalités en lien avec leur gestion du risque et leur façon dont ils gèrent finalement le ruissellement. Il y a aussi une augmentation des coûts d'entretien hivernaux, j'en ai parlé, le verglas et l'augmentation des coûts en lien avec la sécurité civile, bien sûr, puisqu'il y a non seulement plus d'événements, mais il faut aussi que les municipalités s'équipent. Moi, j'ai trouvé ça drôle, une municipalité qui avait il n'y avait pas de cours d'eau sur son territoire. Elle doit s'équiper d'une chaloupe avec un moteur parce qu'il y a eu des inondations, son réseau unitaire a débordé, à tel point qu'elle a dû s'équiper d'une chaloupe. Bon, c'est un peu extrême, là, mais ça vous donne un exemple de ce que ça peut avoir, donc, tous ces impacts au niveau du ruissellement. Alors, un petit retour rapide sur la définition. Il n'y a pas de définition officielle. Au fond, c'est une définition, moi, que j'utilise, qui origine du guide du Mamro, qui date quand même de 2007, qui est vieux, mais qu'on a adapté un peu avec certains collègues, là, en fonction de l'évolution de la philosophie de la gestion durable des eaux pluviales. Alors, qu'est-ce que ça dit? Regardons-le ensemble. Donc, c'est une approche qui vise à simuler l'hydrographie naturelle, donc le cheminement du ruissellement naturel d'un site ou d'un terrain, autant que possible avant son développement, à l'aide de différentes stratégies d'aménagement, et c'est ça qu'on va regarder, et de la mise en œuvre de techniques ou d'outils
Donc, c'est les outils de gestion durable des eaux pluviales, les fameux PGO, là, pour ceux qui utilisent encore ce terme-là, de contrôle à la source, ce mot-là est bien important, des eaux pluviales, contribuant à limiter l'imperméabilisation et à réduire le ruissellement. Donc, au fond, la gestion durable des eaux pluviales, ce n'est pas juste des techniques, hein, c'est pour ça qu'après ça, on va parler d'infrastructures vertes. Ce n'est pas juste des stratégies d'ingénieurs, hein, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment une approche qui, autant que possible, doit être prise à la base d'un concept, pas seulement une fois qu'on fait les plans d'ingénieurs, et avec comme stratégie première de limiter l'imperméabilisation et réduire le ruissellement. Pourquoi le mot durable? Je me souviens au tout début, justement avec Réseau Environnement, quand on a parlé, on a formé le comité de gestion durable des eaux pluviales avec Réseau il y a 7-8 ans maintenant, ça commence à remonter assez loin. On se questionnait, est-ce qu'il faut utiliser le mot durable? Est-ce que ce n'est pas un peu galvaudé de dire gestion durable des eaux pluviales? Et on le regardait ensemble et on s'est dit non, parce qu'au fond, faire de la gestion durable des eaux pluviales, c'est vraiment durable parce qu'on rejoint les 3 sphères du développement durable. On rejoint bien sûr la sphère environnementale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer en premier lieu de préserver la qualité de l'eau à travers les milieux récepteurs, préserver la qualité de l'eau brute de nos rivières, de nos lacs, etc., préserver nos milieux humides. Donc, en favorisant l'infiltration naturelle des eaux de ruissellement et en réduisant les effets d'érosion. Ça, c'est l'aspect environnemental. Maintenant, l'aspect social, au fond, on le retrouve à 2 aspects. D'abord, nous, ce qu'on va viser, on a dit, on va viser à maximiser l'infiltration à la source, donc le plus près possible où se produit le ruissellement. Et ce principe-là, au fond, c'est un principe d'équité. Pour vous faire comprendre, je vais vous donner un exemple. Okay? Actuellement, il y a peu de villes au Canada, je pense qu'il y en a 2, mais il y en a plusieurs en Amérique du Nord, où les citoyens payent une taxe. Ils payent une taxe pour l'aqueduc, ils payent une taxe pour l'égout, mais ils payent aussi une taxe pour le pluvial. Et ça, c'est calculé en fonction de la quantité d'eau qu'ils rejettent dans les réseaux collectifs, les réseaux publics, donc les réseaux municipaux. Et au fond, expliquez-moi pourquoi. Vous habitez une petite maison de banlieue, vous avez un petit stationnement de votre voiture, voilà. Mais votre voisin, lui, c'est un fanatique de gros véhicules, puis il en a 4. Puis, l'asphalte couvre la moitié de son terrain. Évidemment, par tradition, nous, on envoie toutes nos eaux de ruissellement chez notre voisin qui s'appelle la municipalité ou la ville. C'est une tradition. C'est comme ça que nos systèmes ont été développés. Mais alors, expliquez-moi pourquoi lui, il génère des coûts et des risques beaucoup plus importants que vous auprès de la société, mais que personne, finalement, il n'y a pas d'équité là-dedans, il n'y a pas un équilibre là-dedans. Donc ça, c'est l'aspect qu'on dirait un petit peu plus social au niveau de la gestion durable des eaux pluviales. Et en fait, évidemment, l'aspect économique, il est évident, hein, parce que ce qu'on vise, c'est évidemment rationaliser les investissements en privilégiant une approche écosystémique, mais aussi une multifonctionnalité des espaces, et aussi en réduisant le risque. Donc, en faisant de l'adaptabilité au changement climatique, c'est bien certain qu'on limite les coûts financiers à la fois pour les municipalités et pour la société. C'est le terme infrastructure verte. Okay? Qu'est-ce que c'est une infrastructure verte? Mais au fond, c'est un peu tout. Hein. Ce sont généralement des techniques de contrôle à la source. Le mot revient encore. Qui favorisent l'infiltration et qui traitent, donc on parle de biofiltration, qui peuvent traiter même les eaux pluviales avant leur entrée dans le réseau de drainage public. Elles présentent plus de bénéfices économiques, sociaux et environnementaux que les infrastructures grises traditionnelles qui sont les réseaux en conduite, mais c'est une infrastructure traditionnelle, ça peut être un fossé conventionnel aussi, là, qui n'est pas conçu finalement pour faire de l'infiltration, mais juste pour de l'évacuation des eaux. Donc, bien retenir la source, puis l'infiltration. C'est ce qui caractérise les infrastructures vertes et on les dit vertes parce que dans la grande majorité des cas, finalement,
c'est des éléments naturels, donc c'est de la végétation. Dans quel contexte on peut les utiliser? Il n'y a pas seulement dans le contexte des infrastructures publiques, hein. Évidemment, on doit faire de l'infiltration à la source sur les terrains. Donc, on peut utiliser une série d'infrastructures vertes, aussi bien quand on fait le réaménagement de son terrain résidentiel ou quand on conçoit un complexe commercial ou qu'on aménage un stationnement commercial pour un centre d'achat, quand on construit, oui, comme je l'ai dit, réaménager un stationnement, et même quand on construit une allée d'accès chez nous, mais pourquoi ne pas, si on doit refaire notre asphalte, ne pas s'arranger pour que, au lieu de diriger nos eaux de ruissellement vers la rue, mais pourquoi ne pas les rediriger vers chez nous, vers le gazon de chaque côté? On va en voir d'autres tout à l'heure à la source. Là, le baril de récupération de pluie n'est pas vague, mais au fond, c'est une infrastructure verte parce qu'il nous permet, au lieu d'envoyer l'eau dans le réseau public, de l'infiltrer sur notre terrain. À l'échelle du site, on a plein d'exemples qui existent. Donc, réfection des infrastructures de voirie, conduite, aqueduc et égouts, construction de nouvelles rues, planification de nouveaux développements. Évidemment, on a parlé hier de l'élaboration des fameux plans de gestion des débordements, donc les fameuses mesures compensatoires. Les infrastructures vertes, c'est une partie intégrante des mesures compensatoires qu'une ville peut mettre en place dans son plan de gestion des débordements. Mais aussi, on peut mettre en place des infrastructures vertes dans l'aménagement d'accès à des milieux forestiers, drainage des terres agricoles. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Un rapide rappel aussi au niveau de tout ce qu'on appelle les outils ou les techniques. Donc, on sait qu'on les classe en 3 catégories. À la source, donc sur le terrain directement. On a certains exemples, mais il y en a beaucoup plus, là, baril de récupération, jardin de pluie, toit vert. On a en réseau, hein, on a les fameuses noues, mais il y en a d'autres aussi en réseau. Et on a toujours en aval. En aval, ce sont finalement ce qu'on peut appeler, ça c'est un marais filtrant, et ça c'est un bassin de rétention. Oui, je vais me permettre une petite remarque. On en a souvent discuté. Beaucoup disent, oui, mais nous, chez nous, on fait de la gestion durable des eaux pluviales, on a des bassins de rétention partout. Mais non, parce que référez-vous à la définition. Un bassin de rétention, à cause des changements climatiques et le pourcentage d'urbanisation de notre territoire, c'est bien certain qu'on va toujours avoir besoin d'un bassin de rétention quelque part pour gérer l'extrême de l'extrême, okay? Pour gérer ce qu'on n'aura pas réussi à infiltrer. Mais ne pas réduire l'imperméabilisation, ne pas minimiser le déboisement à la mine à nu des sols, ça vous crée un volume de rétention énorme que vous devez gérer à des coûts catastrophiques. Donc, le bassin de rétention en soi, oui, c'est un outil, mais ce n'est pas le seul outil. Donc, ça, c'est bien important de s'en rappeler. Ça, c'est un exemple encore de technique à la source, hein, donc jardin de pluie, baril de récupération, pluie absorbante, tranchée filtrante, dépendamment de la nature du sol, on n'est pas toujours capable chez soi d'absorber toute l'eau de ruissellement qu'on doit absorber. Sur les stationnements, sur les bâtiments, les techniques de récupération des eaux de pluie sur les toitures, c'est de plus en plus utilisé, si on veut, au niveau de certains bâtiments, surtout publics, là. Les infrastructures vertes, les techniques en réseau, principalement les noues, bien sûr. Il y a le CIRU va sortir dans quelques mois, je peux vous le montrer parce que c'est Écogestion qui l'a produit, un guide sur la réduction des emprises routières donc, pas des emprises, c'est pas la réduction des espaces imperméables, donc de la chaussée, pour les rues locales. On constate qu'il y a aussi beaucoup pas de méconnaissance, mais les municipalités sont aux prises avec des décisions qui sont quand même très difficiles à prendre quand vient le temps de réduire, par exemple, une surface de chaussée. Entre en jeu plein de notions, de concepts, de sécurité, de vitesse, de mobilité active, de partage des voies de circulation. En tout cas,
plein d'enjeux qui font en sorte que quand vient le temps, quand on vient discuter les municipalités de réduire les surfaces asphaltées, ce n'est pas toujours évident. D'autant plus que les bons principes de mobilité active nous entraînent de plus en plus vers des pistes multifonctionnelles, des trottoirs dédoublés plus larges. Et au fond, ben, c'est très bon dans un sens pour la sécurité, la mobilité, la santé des gens, mais quelque part, en termes de surface imperméable, ce n'est pas toujours bon. Ça ne fait que l'augmenter. Donc, ce qu'il faut regarder, au fond, quand on connaît tous ces principes des nous, je ne vous ferai pas une définition de c'est quoi une noue versus un fossé. On sait, une noue, c'est d'abord infiltrer avant d'évacuer l'eau. On a regardé plusieurs profils qu'on a optimisés en fonction de différents objectifs. Et les objectifs qu'on a regardés finalement, ensemble, je dis on parce qu'on a travaillé ce guide-là avec 2 ateliers de gens dans le domaine de la voirie, aussi bien l'entretien que la conception, des architectes paysagistes. Bien, on était plus d'une douzaine de personnes à travailler dans des ateliers pour produire le guide. On a regardé quand même beaucoup de choses. Et on a regardé principalement la capacité d'infiltration du ruissellement, des profils qu'on a proposés. Et on a toujours visé finalement à optimiser la capacité d'infiltration dans différents contextes. Alors, pour conclure cette première partie-là, malheureusement, il y a encore énormément d'obstacles à la mise en œuvre des infrastructures vertes. D'abord, c'est la méconnaissance des avantages et des bénéfices. C'est pour ça que je me suis permise de vous faire encore un rappel. Vous devez avoir les oreilles qui vous chauffent, ceux qui ont écouté beaucoup d'ateliers de réseau puis du ROBVQ, mais bon, c'est toujours bon. La méconnaissance des avantages et des bénéfices, elle est énorme. Puis il faut avoir une vision d'ensemble. Hein. C'est très difficile, surtout quand on est dans un domaine, une spécialité, d'avoir l'ensemble de la vision de tout ce que ça peut représenter comme avantage les infrastructures vertes. Un autre gros problème que je vis au quotidien, c'est les normes des règlements d'urbanisme. Nos règlements ne sont vraiment pas faits pour l'adaptabilité au changement climatique, soyons clairs. C'est des normes de lotissement, des grands lots avec des voies de circulation qui sont imposantes. Ça, ce sont les standards. Les standards d'aménagement, donc évidemment les pratiques professionnelles traditionnelles, hein, chacun défend son petit créneau et d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a travaillé très fort sur le guide des emprises routières pour la voirie locale, c'est qu'il y avait au niveau des municipalités, il y a une prédominance, une dominance, si on veut, au niveau des décisions qui est prise en lien avec la sécurité publique et les travaux publics. Pourquoi? Entretien des rues, sécurité au niveau de la circulation, sécurité au niveau de l'entretien, facilité d'entretien. Donc, c'est toujours eux qui gagnaient. Puis quand vient le temps de défendre des réductions, par exemple, au niveau des surfaces asphaltées dans les rues, on nous dit toujours non, les travaux publics ne passeront pas. Non, l'incendie ne passera pas. Non, si. Et au fond, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Donc, il faut revoir ces standards-là. Normes de sécurité et d'accès, je viens d'en parler au niveau des véhicules d'urgence. Des craintes relatives à l'entretien. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'entretien au niveau des infrastructures vertes, ce n'est pas vrai, mais elles ne sont pas beaucoup plus élevées que celles que requièrent des infrastructures grises en général. Des craintes relatives au coût de construction. Là, on commence à avoir de plus en plus d'exemples qui prouvent que ce n'est pas vrai, surtout quand on les compare au coût des bassins de rétention qu'on doit faire quand on ne prend pas de mesures d'infiltration. L'acceptabilité sociale. Ça aussi, c'est un problème, puis on va en parler tout à l'heure. J'ai Jérôme, un collègue qui va venir nous faire un petit témoignage là-dessus. Donc, l'acceptabilité sociale, elle est des fois difficile, mais des fois, elle peut aider beaucoup. On va en parler tout à l'heure. Et les équipements, les pratiques d'entretien mal adaptés, bien sûr, et voilà. Donc, des exemples de mise en œuvre. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est un projet de villégiature verte au Mont-Adstock. Ce projet est né il y a plus de 7 ans. Et croyez-moi pas, il est en train de se construire aujourd'hui. Donc, le projet se situe à Adstock.
au centre de ski d'Atstock. Je ne sais pas si il y en a beaucoup de gens qui se connaissent ça. C'est un superbe centre de ski, un des plus difficiles au Québec, m'a-t-on dit. Je ne suis pas une spécialiste en ski, mais c'est quand même assez élevé comme altitude. Et le site est extraordinaire parce que le centre de ski est adjacent à un terrain de golf. Et le projet se situe, donc, vous voyez le centre de ski ici, terrain de golf ici. Le projet, au fond, c'est ce lot-là. Un promoteur a acquis le site il y a de ça quelques années déjà. Et il est allé voir un arpenteur. Et de façon conventionnelle, l'arpenteur a planifié un plan de banlieue résidentielle bien ordinaire. Ça donne quelque chose de complètement, moi je dis c'est psychédélique, là, de penser. Ça, c'est une montagne, hein, entre parenthèses. Le sommet ici n'est pas si haut que le sommet. Donc, il y a le sommet du centre de ski qui est là. Le sommet du terrain, du site sur lequel on travaille, il se situe ici. Bon. La façon dont on a travaillé le projet, on l'a travaillé d'abord dès le départ avec une approche d'urbanisme environnemental et l'utilisation de l'ensemble des techniques de développement de moindre impact. On a commencé par faire, comme pour tout projet, si on veut, qui se tienne. Moi, je dis, moi, aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'on peut encore travailler sur un concept de développement, quel qu'il soit même pas seulement de la villégiature, mais que ça soit un concept de développement, sans avoir dans un premier temps d'abord le LIDAR. Et le LIDAR nous donne une extrêmement bonne connaissance de l'ensemble du réseau hydrologique, donc du patron finalement de l'écoulement des eaux sur un site. Quand on a ça, là, c'est merveilleux. Dans ce cas-là, il n'existait pas, le promoteur a dû le faire faire. Mais au Québec, il existe maintenant, presque tout le territoire du Québec est couvert par un LIDAR. L'autre chose, c'est avoir évidemment une caractérisation écologique du site. On sait maintenant, avec l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des milieux humides et hydriques, on n'a plus le choix, hein, on peut plus jouer dans les milieux humides, et il était temps d'ailleurs. Donc, il faut connaître, si on veut, l'ensemble de nos milieux humides. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le concept, mais donc, on était en présence de nombreux enjeux. Et l'enjeu principal, si on peut dire, oui, il y avait beaucoup d'enjeux en lien avec l'environnement, notamment un enjeu majeur au niveau de la protection du paysage. Vous voyez le site, comment c'est merveilleux. Un enjeu majeur au niveau de la protection du boisé, parce qu'on parle d'un site entièrement vierge, donc un site qui est 100% en état naturel, il n'y a pas une seule construction sur le site. Un grand enjeu aussi quand on veut développer, on le sait, un absence de milieu récepteur. Le seul cours d'eau et le seul milieu humide qu'on a, c'est un petit ruisseau qui est ici, avec quelques milieux humides qui l'entourent. Donc, si on imperméabilise, il faut envoyer l'eau quelque part, soit dans le ruisseau Rodrigue, soit dans le lac à la truite qui est ici. Or, le lac à la truite est un lac exceptionnel en termes de la qualité de la pêche et il présente de nombreux enjeux au niveau des espèces, en tout cas protégées. Il fallait vraiment, on avait des gros enjeux au niveau de l'environnement. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Jérôme. Je vais présenter Jérôme. Jérôme, c'est l'urbaniste de la ville d'Adstock. Je pense qu'il est greffier aussi ou secrétaire trésorier. Je ne sais plus, Jérôme. Je vais te laisser la parole. Merci, Fabienne. Donc oui, c'est ça, je me présente, Jérôme Grondin. Je suis directeur du service d'urbanisme et de l'environnement ainsi que secrétaire trésorier adjoint de la municipalité d'Adstock. Je suis bien content de vous entretenir sur le projet du domaine Escapade parce que, comme Fabienne, je suis impliqué depuis le début là, dans le projet, depuis la présentation au niveau du conseil municipal. Oui, je vais démarrer ma vidéo, je pense. Donc, suite aux premières rencontres entre le promoteur et le conseil municipal, une des enjeux qui avait été convenu là, pour assurer le succès du projet, c'était qu'il fallait impliquer et informer les citoyens directement en amont concernant le projet. Comme on a pu voir sur la carte, là, il y avait quand même plusieurs inquiétudes là, par rapport aux citoyens du lac à la truite, les résidents du lac à la truite. Donc, pour
pour s'y faire, il y a eu une présentation, il y a une rencontre qui a été faite par Fabienne et son équipe là, au niveau du promoteur pour présenter les grandes lignes du projet, les concepts de développement, de gestion des eaux pluviales et d'aménagement durable du projet qui allait se faire devant plus de 150 personnes au Moitistock. Fait que ce que ça a fait en sorte, c'est que les gens ont pu comprendre et être rassurés de qu'est-ce qui allait en découler du projet. Et c'est ça, comme je vous disais, là, c'était un des enjeux principaux, c'était le développement, à savoir est-ce qu'il allait avoir un développement du côté du versant vers le lac à la truite. Donc, celle-ci là, a vraiment permis de répondre aux diverses inquiétudes des citoyens. Et par la suite, on parlait d'une acceptabilité sociale, mais il y avait aussi un enjeu d'acceptabilité au niveau légal. Parce que de ce côté-là, ce projet-là du domaine escapade, vu que ce n'était pas un projet traditionnel avec de grands lots et sur de grands terrains, pour favoriser là, le moindre impact possible, ça nécessitait l'implantation de réseaux d'aqueducs et d'égouts. Ce qu'il faut savoir, c'est que surtout les aqueducs et les réseaux d'aqueducs, on retrouve surtout ça en périmètre urbain. Donc, ça l'agaçait un petit peu le ministère des Affaires municipales. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est un défi au niveau de la municipalité, mais également aux promoteurs pour faire changer le schéma d'aménagement pour permettre cette implantation-là et réaliser le projet selon les concepts d'aménagement souhaités autant par le promoteur et que la municipalité est enchantée à avoir s'implanter dans la municipalité. Donc, l'argumentaire que la municipalité s'est basé pour vendre ce projet-là au niveau de l'instance gouvernementale, c'était que le projet allait, de un, diminuer les risques de dégradation de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, aussi maximiser la conservation des espaces naturels et de préserver la richesse du paysage de la montagne, notamment en favorisant du lotissement de conservation, en évitant des fortes pentes notamment, et aussi en minimisant l'étalement des fonctions résidentielles, comme Fabienne l'a montré, là, notamment par le développement de moindre impact. Finalement, ben, c'est ça, je pense que cet aspect-là a permis autant à la municipalité, aux promoteurs d'obtenir l'autorisation du ministère pour poursuivre la préparation du projet. Et parce que nous, de notre côté, on est convaincus que si on avait, et si le promoteur et autant le conseil municipal avaient décidé d'aller dans une approche beaucoup plus traditionnelle, jamais on aurait pu obtenir l'autorisation du ministère des Affaires municipales quant à l'ampleur la réalisation de l'ampleur d'un tel projet. Comme Fabienne l'a dit, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on voit bien, on voit là, que le projet se met en branle. Là. Il a commencé dans les dernières semaines, là, fait que ça se concrétise de notre côté. Et pour ce que ça a changé, même à l'interne, je rajouterais ceci, c'est que nous, au niveau de notre service d'ingénierie et de l'urbanisme, ben, ça nous a sensibilisés là, aux bienfaits de la gestion des eaux pluviales, gestion durable des eaux pluviales. Et à cet effet-là, ben, nous, on vient d'obtenir une aide financière pour réaliser une étude pour approfondir là, comment on pourrait planifier l'intégration de ce type de stratégie-là dans nos périmètres urbains. Fait que, voilà pour ce qu'il y en est là, de ce côté-là. Jérôme, je me permettrais de rajouter un petit truc, c'est que on a formé une équipe extraordinaire. Hein. On a travaillé en synergie depuis le début. C'est vrai, en effet. Oui, ça, c'est remarquable. Aussi bien le promoteur que la ville, le politique. Le politique s'est impliqué dès le début, puis on a toujours travaillé ensemble. Moi, je dis, j'ai fait la réglementation du PAE pour la ville d'Adstock alors que j'étais aussi la cliente du promoteur. C'était donc, il était très conscient que ce que je faisais, c'était pour c'est certain que le plan qu'on avait produit se réaliserait comme il devait l'être. Et ça aussi, je pense que c'est l'arrimage entre l'aspect réglementaire et l'aspect projet. Donc, l'implication de la ville qui est allée jusqu'à adapter ses outils de réglementaire pour garantir la réussite du projet, ça a été un élément qui a rassuré le ministère des Affaires municipales quand est venu le camp de ce que tu as mentionné, faire une grosse exception, hein, parce que j'en connais pas beaucoup d'autres que vous au ministère qui ont eu l'autorisation de construire une usine d'aqueduc et d'égouts à l'extérieur de leur périmètre urbain. Pour un développement, là, c'est quand même... ouais.
Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des questions peut-être? Parce que je sais que Jérôme, déjà, tu nous as consacré de temps de travail, c'est très gentil à toi. Peut-être qu'il y avait certaines questions? Oui, ben, en fait, il y a une question, pas nécessairement pour Jérôme, mais qui est sur votre présentation en général. Donc, une Ça question. peut attendre, ça peut-être? Oui, oui, OK. d'accord. Bon, Parfait. ben, merci beaucoup, Jérôme, encore une fois, de ta Ça fait contribution. plaisir. Bon, je reprends donc. Donc, ce que vous voyez comme carte ici, donc on est toujours au mois stock parce que je vais vous donner quand même un peu plus de détails, là. Je ne vais pas vous laisser sur votre appétit trop quand même. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une synthèse un peu des éléments principaux, des potentiels et contraintes qu'on associe quand on travaille l'aspect, si on veut, réduction des impacts au niveau d'un développement. Donc, ce que vous voyez en orange foncé, ce sont toutes les zones de 25 % et plus. Ça, on les évite absolument à tout prix. L'autre chose qu'on travaille, si on regarde à l'échelle du bassin versant, comme je vous l'ai dit, Jérôme nous a mentionné les fortes craintes de l'ensemble de la population d'Adstock par rapport au lac à la truite. Donc, ça nous a aidé, cette carte-là nous a vraiment aidé, si on veut, à poser les balises. Sur notre carte, il y avait des zones qu'on ne pouvait pas travailler. On ne pouvait pas travailler de ce côté-là, dans le bassin versant du lac à la truite. Puis, on ne pouvait pas non plus travailler dans les zones de forte pente. Alors, ce qui nous restait, ben, c'était principalement cette zone-là, parce que celle-là n'était pas accessible non plus, parce qu'elle donnait dans un autre bassin versant qui n'était pas beaucoup mieux en termes de réceptivité, de ruissellement de toute façon. Donc, on a travaillé, si on veut, dans ce secteur-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Évidemment, c'est des plans qui ont évolué à travers plusieurs années de travail avec des arpenteurs, des urbanistes, plein de types des ingénieurs. Donc, bien sûr, beaucoup d'évolution dans le projet, mais donc, qu'est-ce que ça donne? Bien, on a un projet finalement qui a évidemment, si on veut, une image un peu non conventionnelle, hein, puisqu'on suit les courbes de niveau, puis on évite les courbes de 25 % et plus. Notre objectif était quand même d'essayer de se rendre au sommet parce que le point de vue est exceptionnel ici, le sommet est ici. On a travaillé, c'est un secteur de villégiature, donc ce sont des chalets et des secteurs de mini-chalets. Et ici, c'est un terrain de camping principalement pour des VR. On a mis en application également le principe où on a essayé de conserver au maximum tous les sentiers pédestres qui étaient déjà existants sur le site. Donc, on voulait minimiser la circulation de véhicules. De toute façon, il y a très peu de rues, vous allez voir, elles sont minimalistes, nos rues. Donc, on voulait vraiment favoriser l'accessibilité à l'ensemble des infrastructures, surtout le centre de ski qui est ici. Donc, toutes les zones, si on veut, de mini-chalets ou de chalets sont très facilement accessibles, presque directement en ski pour rejoindre le centre de ski qui est ici. Le terrain de golf, lui, est très facilement accessible via la voie de circulation. On a dû créer une voie de circulation au complet ici importante, donc une collectrice, pour relier la rue qui mène au centre de ski au centre du village. Donc, c'est tout ce que vous voyez ici, ce sont des nouvelles rues, des rues qu'on est en train de construire. 80 % du boisé est conservé à l'état naturel sur l'ensemble du site. 60 % de la superficie de chaque lot est conservée à l'état naturel. Aucun développement dans le bassin versant, je l'ai dit. Aucun développement dans les pentes de 25 %. Imperméabilisation réduite des voies de circulation, je vais vous les montrer. Lotissement en grappes pour les mini-chalets. Donc, les grappes, ce qu'on peut appeler aussi des plans intégrés. Gestion du ruissellement à la source sur les lots privés. Donc, aucun ruissellement des lots privés ne peut être dirigé vers les voies de circulation. Puis, présence réduite de l'automobile. On faisait face à un défi quand même important. On m'a dit, elle n'est pas très bonne, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous expliquer un peu le principe de concept de récupération des eaux usées et des eaux de pluie, parce qu'on avait un défi de taille. Le ruisseau Rodrigue, qui est ici, un tout petit ruisseau très encaissé. Et comme je vous l'ai dit, on construisait une usine de traitement des eaux
usées. Sans ça, le projet n'aurait pas pu se réaliser. On obtient là sur le site une densité qui est quand même très importante. Hein. Sur les terrains développés, la densité est quand même assez élevée. Donc, on a quand même un nombre d'unités de chalets important. Et donc, les rejets de l'usine étaient quand même assez importants. Et le ruisseau, on n'était pas sûr que le ruisseau Rodrigue puisse assumer l'ensemble des rejets de l'usine de traitement. En termes de qualité, oui, il n'y avait pas de problème. Les standards au niveau de la qualité des rejets sont extrêmes. Mais par contre, en termes de quantité, il fallait bien les mettre quelque part. Alors, on a proposé d'utiliser les étangs du Golfe pour les rejets de l'eau d'usine, de l'eau traitée, s'en vont dans l'étang du Golfe et ils servent en grande partie à l'utilisation de l'arrosage du terrain de golf. Okay? Parce qu'en plus, on vient éviter d'avoir à pomper, parce que les étangs du Golfe étaient pompés dans le lac à la truite. Donc, vous vous rendez compte la quantité d'énergie que ça prenait. Puis pour le lac à la truite, c'était peut-être pas très bon non plus de commencer à changer de l'eau d'un bassin versant à l'autre. Donc, tout au niveau du rejet des eaux usées était géré en grande partie en réseau, si on veut, à l'interne. On faisait de la récupération optimale. Tant qu'aux eaux de ruissellement, maintenant, comme je vous l'ai dit, tous les terrains privés doivent garder leurs eaux et infiltrer leurs eaux de ruissellement chez elles, ce qui n'est pas facile en montagne. Hein, parce que c'est pas facile l'infiltration sur des terrains qui sont rocheux, en roc. On a des stationnements, des zones communes qui peuvent servir également de bassins de rétention. Ce n'est pas des bassins de rétention, en fait, ce sont des espaces communs, mais qui peuvent supporter quantité assez quand même importante là, lors des fortes pluies, donc servir de zone de rétention. On a des zones de biorétention. Donc, on a vraiment tous les grands concepts, si on veut, infiltration, sont maximisés. Au niveau de la voirie, maintenant, on a conçu, donc l'objectif, c'était vraiment de maximiser le drainage de surface. On a conçu 3 types de voiries. On a une voirie quand même pour une collectrice. On a 18 mètres d'emprise, mais on a une très grande noue, si on veut. Donc, non, je m'excuse, c'est celle-là. Je parle de la plus petite, c'est celle-là. Donc, on a 18 mètres d'emprise avec une piste multifonctionnelle qui est en gravier et des noues de chaque côté, 6,5 mètres de pavage. C'est le minimum sur lequel on pouvait aller au niveau de la collectrice. Les voies de circulation locales maintenant, donc, sont les rues qui mènent aux grappes de mini-chalets, aux chalets. On parle de 15 mètres d'emprise, 6 mètres de pavage avec des noues de chaque côté. Et en fait, les allées d'accès aux mini-chalets, elles, c'est vraiment très minimaliste parce qu'on a une emprise de 10 mètres, mais on a seulement 4,5 mètres de gravier. Donc, le 10 mètres, pourquoi? Bien, on est dans le roc, encore une fois. Donc, au niveau de l'infiltration, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dessiné en vert, là, mais il y a beaucoup de pierres concassées en dessous de ça. L'infiltration, après la fin des études au niveau des calculs d'ingénieurs, elle se fait principalement en dessous des noues, là, sous la pierre concassée. Donc, vraiment, accotement poussière de pierre, nous en rocher, nous par palier, fosse à sédiments, dérivateur de ruissellement. On a vraiment maximisé le ruissellement de l'ensemble des voies de circulation. Je vais vous en montrer un exemple ici. Là, je vais revenir. Vous voyez ici, cette rue-là, elle descend quand même très fort. OK? Et même si on a des noues de chaque côté, on était conscient que face aux pluies extrêmes, par exemple, on avait un risque quand même ici en bas. Là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des dérivateurs de ruissellement qui ont été installés dans les noues de façon à ce que l'eau de ruissellement puisse être dirigée dans des espaces naturels. Cette grande zone naturelle ici qu'on a conservée pour des fins principalement, si on veut, conservation des milieux naturels, mais aussi pour la valeur. Hein. Chaque propriété, je ne sais pas si vous remarquez ici, mais ils n'ont pas de voisins. C'est tout directement des milieux naturels. Donc, toutes les eaux de ruissellement de la chaussée minimaliste sont directement redirigées vers les milieux naturels. En fait, une autre technique qu'on a utilisée, une stratégie, si on veut, là, qu'on a utilisée
c'est au niveau des terrains. On a introduit dans la réglementation d'urbanisme des normes très sévères pour les lots privés. Par exemple, bon, on a des superficies minimales de l'eau. Il faut que vous sachiez qu'on a un réseau d'aqueducs et d'égouts. Ben, vous le savez, là, mais je vous le répète. Donc, on pouvait aller jusqu'à des superficies de l'eau qui étaient quand même inférieures à 1000 mètres carrés. On aurait pu aller à 500 ou 600 mètres carrés, mais ce n'était vraiment pas ça le but. Donc, on a imposé une superficie maximale, minimale au lot, de façon à s'assurer que les gens puissent avoir assez d'espace sur leur terrain pour implanter soit des tranchées filtrantes ou des techniques de récupération, d'infiltration sur terrain privé. Surface imperméable maximum 100 mètres carrés au sol par bâtiment. Et on a aussi mis en place une superficie maximale de remaniement de 400 mètres carrés. Donc, finalement, les entrées, le bâtiment ne peuvent pas utiliser plus que 400 mètres carrés sur le 1000 mètres carrés. C'est ça qui nous dit, c'est pour ça que je vous ai dit que 60% de la superficie du lot nous permettait d'être conservée à l'état naturel. Largeur des allées d'accès aussi 4,5 mètres maximale. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, toutes les eaux de ruissellement doivent être redirigées vers... et ça en fonction des pentes. C'est pas évident là, quand on sait. Vous voyez, une implantation non conventionnelle aussi. Hein, on n'est pas dans un lotissement où tout le monde est allé en ligne droite. C'est ça. L'autre principe qui nous a aidé beaucoup, ben, c'est la technique d'utilisation des développements en grappes. Ça, ce sont des grappes de mini-chalets avec la fameuse petite allée. Ce n'est pas privé, hein, c'est municipalisé, ces allées-là. Il ne faut pas confondre avec une allée d'accès d'un plan d'ensemble, par exemple, où la ville... Il y a des services d'aqueduc et d'égout là-dedans. Fabienne? Oui. C'est privé, les grappes. Oui. Les grappes sont privées. Ah oui, vous ne les avez pas municipalisées? Non, elles ne sont pas municipalisées. Vous avez juste municipalisé la servitude pour les conduites d'aqueduc et d'égout. Exactement, exactement. Bon, OK. Bah, bon, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que le principe en termes d'imperméabilisation demeure le même. Une chose aussi, c'est un stationnement par mini-chalet, de façon, encore une fois, à éviter d'avoir à déboiser le site là, et le règlement est fait pour, évidemment, mini-chalet, surface maximale par mini-chalet, et une obligation donc de conserver également sur chaque grappe un 60% de terrain non remanié, donc à l'état naturel. S'il y en a qui connaissent les concepts de la CEPAC, là, ça ressemble un peu au concept des nouveaux modèles d'hébergement nature que la CEPAC a mis en place, là, où finalement, ben, on se rend à pied chez nous. Là, hein, on stationne sa voiture, puis on se rend à pied au mini-chalet. Un autre outil très intéressant aussi qui a été utilisé pour garantir le 60% de la superficie des lots privés à l'état naturel, ce sont les servitudes de conservation. Donc, je reviens à cette diapo-là. Vous voyez, ce qu'on voit ici en vert un peu, c'est finalement un peu l'espèce de limite là, de la zone qu'on a intérêt à conserver à des fins paysages, à des fins boisées, etc. Donc, on doit intervenir, on peut intervenir, notre 400 mètres carrés, on peut intervenir là-dessus. Le reste, on doit le conserver. Et cette obligation-là, elle est cannée dans les actes de propriété. Donc chaque acte de propriété, là, la servitude de conservation est identifiée sur le lot. Ça nous permet d'avoir la ceinture et les bretelles, dans le sens où on a les règlements qui nous obligent à respecter ça, mais on a aussi le fait que c'est intégré dans l'acte notarié. Et ça permet aussi un certain contrôle. Parce que quand tout le monde est au courant de tout ça et qu'il le sait très bien à la chambre, vous pouvez être sûr que dès que quelqu'un sort quelque chose qu'il ne faut pas, du genre s'il y a chaîne ou quelque chose, là, tout le monde est ameuté et tout le monde se surveille. Alors, voilà pour
le mot Adstock en rapido presto, là, je vous dirais. J'aurais pu vous en dire beaucoup plus, mais là, le temps me manque. Et je vais peut-être quand même passer sur un projet qui est un autre exemple qui est quand même assez intéressant. En termes d'utilisation et d'avantages, si on veut, d'utiliser les infrastructures vertes, c'est un petit projet de développement domiciliaire à Saguenay qui s'appelle l'îlot des vétérans. Dans le même ordre d'idée que le mont Adstock, évidemment, il y avait un arpenteur qui était passé en premier sur le projet. Et au fond, on est dans une friche urbaine. Hein, vous voyez, le terrain se situe ici. Le Saguenay est ici, on est sur la rive nord du Saguenay. Donc, on est à 1,5 km du centre-ville de la ville de Saguenay. C'est une friche urbaine à l'intérieur d'un développement résidentiel conventionnel qui date des années 50. Donc, c'est quand même vieux. Et on ignore pourquoi, mais ces lots-là, parce que c'est un remembrement de plusieurs propriétés, au fond, ils ne s'étaient jamais développés, même si on voit que le réseau routier était planifié. Là. Possiblement parce que les propriétaires à l'époque ne s'étaient pas entendus, ou peut-être parce qu'ici, il y a une certaine dénivelée importante, puis que ça exigeait peut-être une station de pompage à l'époque. Bref, le terrain est resté en friche pendant près de 40 ans. Et les propriétaires, s'étant finalement entendus pour remembrer, parce qu'ils finalement ils payaient une taxe sur le vacant depuis des années pour rien du tout, le projet proposé et accepté et prévu au règlement de la municipalité de Saguenay, ce sont des jumelés avec des infrastructures conventionnelles, donc aqueduc, égout, puis un réseau pluvial, voirie 15 mètres d'emprise, 12 mètres de pavage, ronce virée, 30 mètres de diamètre. Un lotissement avec des lots individuels conventionnels, 26 unités de logement de type bifamiliaux. Estimation du prix de revient par terrain, c'est quand même un peu vieux, là, mais disons qu'aujourd'hui, ça c'est peut-être 40 000, là, parce que le calcul date de plusieurs années. Mais bon, tout était prêt, les plans d'ingénieur étaient faits, on demande le CA au ministère de l'Environnement et oh, surprise, il y a un cours d'eau. Un cours d'eau, bon, un petit ruisseau. Il y a un ruisseau ici. Et ce ruisseau-là n'apparaissait nulle part, ni sur les plans de la municipalité, ni sur les plans... En tout cas, si une caractérisation écologique à l'époque avait été exigée, bien sûr qu'on le voit sur le terrain quand on le marche, là. Mais c'est ça, il n'avait pas été pris en compte. Alors, ce qui se passait, c'est que quand on applique la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, mettez 10 mètres de chaque côté, le projet devenait irréalisable. On n'aurait pas fait une rue pour 7 unités jumelées, là. Ça n'avait pas de sens. Alors, un peu désespérés, les promoteurs ont fait appel à nous pour nous ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il y a moyen quand même de faire un projet qui serait rentable et d'avoir les autorisations du ministère pour le faire. Et dans ce cas-là, ce qu'on a utilisé, c'est la technique. Évidemment, on a utilisé toutes les techniques de gestion durable des eaux pluviales, je voulais vous les expliquer, mais on a surtout obtenu l'autorisation et un dézonage de la municipalité pour nous permettre d'utiliser la notion de plan intégré, donc de copropriété horizontale. Donc, c'est un grand lot appartenant à une copropriété, chacun étant propriétaire de son unité de logement. Et au niveau des eaux pluviales, le défi était un peu le même qu'à Adstock. Ce petit ruisseau-là, c'est quand même un petit ruisseau qui est déjà très érodé en raison du fait que le pluvial principal de la ville s'évacue dedans. Il était à pleine capacité, puis on risquait, là, il y avait des gros risques de débordement au niveau de... si on avait dû rejeter nos eaux de pluie dans le ruisseau. Alors, on a mis en place, évidemment, ce ne sont pas des rues conventionnelles, ce sont des allées d'accès. Dans ce cas-là, elles ont 6 mètres, elles sont en asphalte. On a des noues, tout un système de noues végétalisées, donc, pour faire de la biofiltration. On a... Donc, toutes les eaux des stationnements sont redirigées directement dans des zones de filtration ici, 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 avec des surplus dans nos zones de biofiltration qui s'en vont, mais c'est quand même très léger là, vers le ruisseau. On a un bassin de biofiltration ici.
On a aussi mis des normes au niveau de la superficie maximale des bâtiments, une case et 25 de stationnement par unité de logement. C'est de la maison en rangée, du bifamilial en rangée. Chacun a sa petite cour semi-privée, même si c'est un terrain collectif. Et il y a de l'espace pour aménager, jardin communautaire, aire de jeu pour les enfants et un petit bâtiment commun, parce que dans la région du Saguenay, ils sont forts sur la mécanique. Fait comme il n'y avait pas de garage, en fait, il n'y a pas de garage dans les unités de logement, elles sont quand même assez petites. Donc, on a prévu un bâtiment communautaire où les gens peuvent aller faire de la mécanique, du travail, différents autres. Des ateliers de bricolage, si on veut. Et le résultat final, donc, c'est qu'on a une infrastructure verte en centre de drainage de surface avec nous et zone de biofiltration, 47 unités au lieu de 26 de type maison rangée ou bifamiliale. Estimation du prix de revient par unité construite, parce que c'est un projet qui a fait l'objet d'une demande d'admissibilité à la SCHL pour les logements abordables, 185 000 $ l'unité de logement. Ça aussi, il faudrait les actualiser parce que ça date un peu de quelques années. Là, mais... Et voilà. Donc, c'est comment on peut rendre viable, environnemental et un projet juste en utilisant des nouvelles approches. En fait, je vais conclure avec un rappel des grands bénéfices des infrastructures vertes, diminution des coûts de gestion de construction des infrastructures, diminution des risques d'inondation et de refoulement, amélioration de la qualité de l'eau, accroissement de la qualité du cadre de vie, c'est vert des infrastructures vertes, c'est le fun. Mise en profit des servitudes écologiques, des services écologiques pour les milieux humides, réduction de la consommation d'eau potable, réduction des effets d'hydro de chaleur, et il y en a bien d'autres, mais ce sont les principales. Et voilà, je pense que mon temps est écoulé. Je suis top! Voilà, merci beaucoup. Parfait, je vous remercie beaucoup. En fait, on va poursuivre avec les prochains intervenants. Puis, à la fin de la période des conférences, on va pouvoir procéder aux questions. Donc, je laisse la parole maintenant à M. Alexandre Baker et aussi William Verge qui vont interagir là, sur leur projet. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, un remerciement aux organisateurs pour l'invitation. On est bien heureux d'être présent pour les ateliers gestion durable des eaux de pluie. Et puis, j'aimerais ça aussi remercier Fabienne pour la belle présentation. J'ai eu à entendre Fabienne à quelques reprises en conférence, toujours super agréable. Ça a bien mis la table pour ce qu'on va présenter. D'ailleurs, Fabienne a parlé beaucoup de projets qui sont en lien avec la planification. De notre côté, on va vous présenter un projet qui est dans l'existant. En fait, on n'est pas à l'échelle de développer les stratégies d'aménagement, oui, parce qu'on a intervenu sur certains aspects, mais on est beaucoup plus dans un projet d'intervention dans l'existant. Mis à part ça, je vais aussi en profiter pour saluer les collaborateurs qui sont en écoute, les partenaires aussi externes au projet qui sont présents en ce moment. Donc, je les salue. Et avant de parler pour le déroulement de la présentation, c'est une présentation qui va se faire finalement en alternance. Là. Moi et William, on va s'échanger la parole pour les diapositives et puis pas à chaque diapositive, on va vous laisser le soin de souffler. Donc, et puis, autre petit point que je voulais voir avec vous, c'est ça, là, dans le fond, j'ai eu un problème de Wi-Fi juste à l'heure du dîner, donc là, je suis filaire, normalement, il n'y aura pas de problème, mais s'il y avait un problème, j'ai remercié tout le monde, puis c'est ça. Donc, juste sans plus tarder, je vais commencer, je vais faire le partage. Qu'est-ce qui se passe de votre côté présentement? C'est bon. On voit bien la présentation. On voit bien. C'est bon? OK. Oui. Parfait. Merci. Donc, je vais juste, moi, de mon côté, faire un petit minimiser. J'ai qu'un seul écran, donc je vais minimiser la fenêtre ici là, pour mieux voir la présentation. Donc c'est ça. Sans plus tarder, nous allons présenter une approche là,
novatrice de gestion des eaux pluviales dans le bassin du lac Saint-Charles et de la prise d'eau à la Ville de Québec. C'est certainement un projet pour lequel, dans le fond, ça fait 10-15 ans, pas loin, que la Ville de Québec travaille dans le secteur du lac Saint-Charles pour assurer sa protection. Comme Fabienne avait mis à la table tout à l'heure, vous comprenez l'importance, d'autant plus que c'est notre principale source d'approvisionnement en eau potable, qui est la prise d'eau de la rivière Saint-Charles, et c'est le lac réservoir. Donc, je vais enchaîner. Dans le fond, vers un petit survol de mise en contexte, on va parler finalement du diagnostic et des solutions que nous avons trouvées pour répondre au diagnostic, à la problématique. Donc, on va vous les présenter, ces solutions, et c'est principalement des actions sur la gestion des eaux pluviales. Suite à ces actions-là, on croyait aussi important de mettre en place des programmes de suivi de ces pratiques-là. Et on va terminer avec un petit mot de conclusion. Donc, comme ça a été dit, là, juste en titre de survol, là, justement, la problématique d'aujourd'hui en lien avec les changements climatiques, c'est que dans ce contexte-là, clairement, il y a un lien entre ces changements climatiques-là et l'état des lacs par rapport à soit l'acidification, l'eutrophisation et la présence d'algues bleu-vert par les problématiques en lien avec le ruissellement, qu'on va regarder plus tard, et que justement, là, ces vulnérabilités-là vont en fait se traduire potentiellement en impact sanitaire, là, justement, et que justement, la protection des sources d'approvisionnement contre la protection des sources, finalement, contre ces problèmes de contamination d'eau-là. Et l'eutrophisation, c'est un défi auquel plusieurs municipalités font face, dont la Ville de Québec avec le lac Saint-Charles, et on l'a abordé avec une approche, en fait, on a un plan d'action qui adresse 83 actions, je ne me trompe pas, et parmi ces actions-là, nous avons des actions qui sont directement en lien avec le contrôle de l'érosion et du transport sédimentaire. Donc, le bassin versant du lac Saint-Charles, pour ceux qui ne connaissent pas, est situé finalement à une trentaine de kilomètres là, au nord là, par rapport au cours d'eau de la rivière Saint-Charles, par rapport à son embouchure qui se trouve à être finalement tout à fait presque au Vieux-Port, là, vraiment à la confluence, là, en basse-ville de Québec, près du Vieux-Port. Donc, le 53% de l'eau destinée à la consommation des villes de Québec, Ancienne-Lorette et Wendake est puisée à la prise d'eau qu'on retrouve au centre de l'image. Ici, là, on limite donc en bleu le bassin versant de prise d'eau, en rouge le bassin versant du lac. 46 000 personnes habitent le bassin versant de la prise d'eau, est composé de 7 municipalités et Wendake également. Donc, comprenez qu'il y a un type d'activité très varié et que plusieurs enjeux découlent de cette occupation du territoire. Donc, le principal réservoir d'eau potable subit un vieillissement accéléré. Il y a une éclosion de cyanobactéries, une prolifération de plantes aquatiques, absence prolongée d'oxygène en eau profonde et réchauffement des eaux de surface. Je vais passer la parole à William pour la suite. Oui, c'est ça. Dans le fond, ici, le lac, il a subi un vieillissement accéléré dans les dernières années. Puis on aime dire qu'il a pris un coup de vieux. Il a vieilli de 25 ans, dans 5 ans, entre 2007 et 2012. Cette diapo-là qui présente les impacts de l'urbanisation de façon générale et autour du lac aussi, c'est le même constat. C'est des concepts bien expliqués par Fabienne plus tôt. Là, on parle de la diminution du ruissellement par le déboisement, tout ça, puis le changement dans le cycle hydrologique. Mais j'attire votre attention ici sur l'impact sur la qualité de l'eau. Au final, au niveau du milieu récepteur, lorsque le ruissellement atteint, par exemple, ici, le lac Saint-Charles. Ce qui est intéressant de cette figure, c'est qu'on présente des proportions des différents polluants qui sont apportés au lac, proportionnellement vraiment aux études qui ont été réalisées. C'est une figure qui est basée sur des données réelles, bref. Donc, les sous-bassins versants plus naturels autour du lac amène une quantité dite naturelle ou une espèce de bruit de fond en termes de sédiments, de nutriments ou des métaux qui sont présents dans le sol. Puis quand on compare avec les bassins versants plus urbanisés autour du lac, eh bien là, on voit que
les concentrations en sédiments, nutriments, etc. augmentent. Puis on a même aussi l'apparition d'huile et de graisse, plus de métaux lourds, puis aussi des micro-organismes pathogènes comme les bactéries, les virus, qui sont davantage détectés. Suivant, s'il te plaît. Donc, c'est ça, je vous parlais dans le fond d'études des petits bassins versants autour du lac Saint-Charles. Donc, la carte à droite ici présente l'ensemble de ces petits bassins versants-là, de toutes finalement, les tributaires du lac. Hein. Ça peut être des ruisseaux, ça peut être des conduites pluviales, ça peut être des fossés, etc. Donc, tout ça a été abondamment étudié, puis ces études-là ont permis de confirmer différents constats. Donc, finalement, le ruissellement urbain diminue effectivement l'infiltration et la filtration naturelle des eaux. Ça affecte aussi le pH de l'eau qui se retrouve au lac. Ça augmente sa température. L'ensemble de ces petits facteurs-là ont une influence réelle sur le lac, sur son vieillissement accéléré. Suivant. Donc, cette problématique-là a été adressée, là, comme disait Alexandre, depuis quand même un bon bout de temps. Là. Donc, il y a un peu plus de 10 ans, il y a 2 grandes études qui ont été réalisées pour faire un grand diagnostic de la situation du bassin versant de la prise d'eau, incluant le bassin versant du lac Saint-Charles. Ces grandes études-là ont dressé vraiment un portrait de toutes les problématiques, puis ont confirmé que le ruissellement urbain était un des enjeux sur lesquels il fallait travailler. Donc, suite à ces études-là, on a la Ville de Québec et puis l'Appel à Giraud maintenant, on a créé un guide pour résumer les 600 quelques pages de ces études en un document plus facile à lire pour vraiment présenter les enjeux de la prise d'eau afin que tout le monde soit bien au courant et qu'on puisse commencer à travailler sur ces problématiques-là. Suivant. Donc, on s'est attaqué à la gestion des eaux pluviales par différentes études. D'abord, la Ville de Québec a quand même adressé la problématique des fossés, à savoir les inconvénients, les avantages, puis avec un aspect environnemental en tête, notamment. Cette étude-là a mené à une étude un peu plus vaste qui, elle, a adressé la problématique des fossés, mais aussi de la gestion des eaux pluviales en général dans le territoire, notamment autour du lac, afin de cibler les problématiques puis de proposer des aménagements puis des solutions aux problématiques, aux problèmes, et puis de prioriser les diverses interventions. Puis les concepts développés dans cette étude ont été ultimement validés dans une étude de faisabilité par un consultant pour ajouter la couche étude hydraulique et aussi créer des variantes d'aménagement pour être en mesure de développer des projets concrets. Suivant. Je vous parlais de priorité d'intervention. La façon dont ça s'est réalisé pour intervenir autour du lac, ici, dans ce cas-ci, on est allé se baser sur les données de qualité de l'eau qui avaient été cumulées au fil du temps. On a aussi ajouté à notre analyse les superficies imperméables, c'est-à-dire vraiment l'occupation du sol de chaque petit bassin versant des tributaires autour du lac. Puis on a couplé ça également avec les opportunités par rapport au calendrier de réfection des rues de la Ville de Québec. Donc, ces 3 informations-là, mises ensemble, ont permis de prioriser les interventions autour du lac. Puis comme vous voyez sur la carte à gauche, bien, il s'avère que les bassins plus naturels au nord du lac sont moins prioritaires parce que la qualité de l'eau est bonne, c'est moins imperméable, pareil, évidemment. Puis plus on va vers le sud, plus c'est développé, plus ça devient prioritaire d'intervenir. Suivant, s'il te plaît. Parce que c'est à toi. Oui, parfait. Merci, William. Donc, suite à ce diagnostic-là, dans le fond, vous comprenez que pour pallier à la dégradation de la qualité de l'eau du bassin versant du lac, la Ville a décidé d'adopter une approche axée sur le contrôle des apports en sédiments ou polluants, comme je le mentionnais d'entrée. Alors, cette approche-là, on en a parlé abondamment tantôt avec Fabienne, là, puis c'est l'objet même, en fait, des ateliers. Donc, je vais passer rapidement, mais elle est composée de mesures, vraiment de PGO, de mesures structurelles et de stratégies d'aménagement, ou autrement aussi appelées des fois PGO non structurelles. Puis les objectifs poursuivis, on les a vus tantôt aussi, mais
pour les rappeler, là, on agit autant sur la quantité, on ralentit son écoulement, on agit sur la qualité en réduisant la charge polluante, on vient recharger la nappe phréatique. Puis, ben, on peut ajouter justement un volet, un aspect où est-ce que ça peut rendre le secteur plus attractif par la transformation des fossés en d'autres types d'ouvrages comme les nus. Donc, les projets réalisés, c'est ça, on a débuté il y a un certain nombre d'années par faire des petits projets pilotes qui ont fait école. Donc, on avait quelques projets autour du bassin du lac. Et maintenant, ben, on va vous présenter dans les diapos suivantes des projets plus d'envergure. Alors, excusez, avant, je vais vous parler légèrement de ces projets pilotes-là, mais c'était la carte avant, c'était pour vous illustrer qu'on intervient essentiellement là, dans tout l'ensemble du bassin. Là. Les projets sont ciblés par priorité, mais l'ensemble, on a eu aussi des projets d'opportunités qui sont présentés. Donc, à votre gauche, là, en haut de l'écran, on a fait d'abord l'optimisation d'un fossé. C'est un fossé qui était fortement dégradé, pour lequel les études avaient démontré qu'il y avait une problématique d'érosion importante et de contrôle sédimentaire. Donc, on est venu en faire une optimisation en implantant des seuils et également en procédant, je pourrais dire, à un resurfaçage et une végétalisation. Donc, en 2012, suite à la végétalisation, puis en 2017, suite après quelques années de végétalisation, là, vous pouvez voir, c'est quand même notable la différence, là, mais bon, c'est ça. Alors, au niveau des, en bas, à votre gauche, là, les aires de biorétention sur les rues Régent et Nicole, en fait, c'était une opportunité qu'on a saisie, étant donné toute la mouvance qu'il y avait dans les interventions autour du bassin du lac Saint-Charles. Il y avait un projet de resurfaçage, de pavage, et puis, ben, c'est ça, à un moment, là, ben, vous voyez sur l'image, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est sur les rues, on avait pour favoriser le drainage, on ajoutait des espèces de larguettes ou de bavettes d'asphalte pour accélérer finalement la vidange des eaux de ruissellement de surface de la chaussée vers le regard puisard. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu les retirer. On a profité de cette occasion-là pour finalement aussi faire une mini-dépression de rigole. On a rehaussé les puisards, puis on a fait une végétalisation dans un sol de biorétention. Donc, ça a été sur 4 ou 5 puisards comme ça sur ces deux rideaux, des endroits optimaux qu'on a pu le faire. Et du côté, à votre droite, là, rue des Goélettes, c'est une noue avec drain de pierre nette et avec infiltration. Donc, on a testé pour la première fois, là, suite à l'étude avec WSP là, sur l'aménagement des fossés. On a testé une des premières, c'était le premier projet qu'on réalisait avec une variante développée dans le cadre de l'étude. Donc, avant, c'était fortement érodé, fortement dégradé, c'était profond. Et puis, on est venu y implanter la noue de ce côté-là. Donc, je vais passer à la suivante. Alors, ensuite, à ces petits projets de pilote-là, dans le fond, ça a fait école, puis ça a permis de déterminer qu'on avait un besoin de créer une équipe multidisciplinaire qui a été mise en place en 2018 pour avoir une expertise plus pointue de toutes les différentes disciplines nécessaires à la réalisation d'un projet comme celui-ci, afin de faire des projets de plus grande envergure. Donc, cette équipe-là est essentiellement, là, puis je parle vraiment de l'équipe de projet qui identifie, qui fait la conception et la réalisation, là, qui pilote aussi la réalisation du projet, et non pas de l'équipe qui s'occupe de tout le thème de la gestion des eaux pluviales, vraiment une équipe de projet. Donc, c'est composé à la fois des gens qui s'occupent de l'environnement, d'architecture de paysage, au niveau du transport, de la mobilité, par rapport à la conception routière, des gens au niveau de l'entretien, réseau d'égouts, d'aqueduc, de voirie, circulation, à l'ingénierie, les gens qui sont à la planification des infrastructures, de la fonctionnalité de ceux-là, à la réalisation des projets, les gens de l'interaction citoyenne, nos services de com et le partenaire externe à Giro, là, qui est particulièrement là, avec William, qu'on travaille ces dossiers-là. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est un projet de réaménagement du système de gestion des eaux pluviales par DPGO dans 6 rues du secteur sud-ouest du lac Saint-Charles.
C'était des bassins versants drainage là, qui occupaient 18 hectares. Superficie imperméable de l'ordre de 40 à 60 %. Donc, c'était la situation antérieure, on est dans un type de tout à l'égout pluvial, c'est-à-dire que c'était composé du réseau conventionnel ou de réseau hors chaussée. Donc, c'est des rues soit avec bordure puis hors conduite, sous la voirie, ou essentiellement, là, ça, c'était plus marginal. Bien, c'est marginal, en fait, c'était surtout particulièrement sur une rue. Et sinon, réseau hors chaussée, donc des rues sans bordure, avec des dépressions de surface dans lesquelles on retrouvait le puisard. Et les conduites étaient hors chaussée. Et là, la situation projetée, ce qu'on a réalisé, c'est d'avoir finalement implanté les nous d'infiltration végétalisés avec conduite perforée, hors chaussée, toujours dans l'emprise municipale, et ça de chaque côté de la rue. Puis, je vais prendre le temps là, à l'instant, avant de vous présenter le projet en détail, que ce projet-là a été réalisé grâce au programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, pour amorcer le projet, finalement, au niveau de l'équipe de conception, bien, nous, on s'était donné des objectifs d'abord au niveau de la conception, certains critères. Clairement, bien, ça doit s'adapter au changement climatique. Et Ville de Québec, ça fait un certain temps, on a développé ce qu'on appelle les courbes IDF, là, un climat futur. Donc, je ne suis pas un spécialiste de ce volet-là, mais clairement, là, tout le volet hydraulique a été développé sur cette base-là. On visait ici à infiltrer puis traiter la pluie qualité, soit 90 % des événements de pluie en moins de 24 heures. On aussi poursuivait là, de favoriser l'infiltration des eaux dans le respect de ce que la norme CSA W200 nous recommande au niveau de la conductivité hydraulique. On voulait aussi favoriser le traitement du phosphore et de l'azote, qui sont deux polluants préoccupants au niveau du lac et mesurés. Et donc, pour ce faire, la revue de littérature et le retour d'expérience démontrent que ça prend une profondeur minimale de 900 mm entre la surface et la conduite perforée pour atteindre finalement les objectifs de traitement. Et puis, bien, clairement, là, on est dans du réseau, donc il y a un écoulement qui se fait, mais on voulait s'assurer de limiter les vitesses d'écoulement dans les nous au plus de mètres secondes pour réduire l'érosion, ce qui, je crois, est une norme en matière là, des fossés aussi, là, je crois. Donc, prendre une petite seconde, là, une petite minute, en fait, je devrais dire, pour vous expliquer rapidement en quoi consiste la conception de ce projet. Comme vous avez pu voir un petit peu avec des images là, projetées par Fabienne avant, clairement, il y a c'est un ouvrage qui est, oui, végétalisé, qui est de faible profondeur. Ça a environ 30 cm de profond. Ça s'implantait dans la limite de l'emprise municipale. On avait également des couches successives, en fait, de matériaux. Donc, le ruissellement généré par les entrées, les terrains qui pouvaient se diriger vers la rue, le ruissellement de la rue, s'écoule en raison de la couronne de rue vers un côté ou l'autre de la chaussée pour être dirigé vers la noue. Et là, ce qu'on cherche à faire, ça a été dit, là, c'est finalement de forcer l'infiltration, d'emmagasiner l'eau, de ralentir sa vitesse. Et puis, les différentes couches de sol et les végétaux atteignent les objectifs là, de traitement, qualité à ce niveau-là. Puis, on a une infiltration dans le sol naturel aussi pour la recharge de la nappe phréatique. Donc, essentiellement, ça ressemble à ça. Puis, on a développé une variante avec des blocs murés en pierre parce que des fois, le mariage entre le terrain naturel au niveau de l'emprise municipale et le terrain du propriétaire, ça pouvait être un mauvais mariage au niveau des pentes. Donc, on a développé une variante avec blocs murés que vous pourrez voir là, dans les diapos qui suivent. Donc, en cours de réalisation, à votre gauche, immédiatement après la végétalisation, l'image du centre, ça faisait seulement quelques jours que les végétaux étaient plantés. On avait eu une bonne pluie. On voit d'ailleurs l'emmagasinement de l'eau dans le fond de la noue.
On a aussi une image là, dans la première, c'est récent, là, on parle de la végétalisation qui a été faite à la saison de croissance 2020. Et donc, une variante avec bloc muret, à quoi ça peut ressembler. Donc, en tout et partout, 1200, près de 1300 mètres linéaires de rue, 100 mètres, une centaine de mètres d'accès de taux, en tout cas, peu importe, là, une dizaine de seuils, puis 14 000 végétaux plantés, 22 espèces, selon différents modèles ou schémas de plantation. Il y avait 4 ou 6 modèles de schémas de plantation qui ont été implantés sur les différentes rues. Alors, je laisse la parole à William pour la suite. Merci beaucoup. Bon, dans le fond, ça, c'est le deuxième projet d'envergure qui a été réalisé récemment. Ça s'appelle le Marais Bellevue. C'est un projet prisé maintenant, puisqu'il a gagné le prix d'excellence de la SQP, Société québécoise de phytotechnologie, en mai, il y a quelques semaines, tout récemment. Donc, je vais vous expliquer un peu le concept du projet. En fait, je vous ai présenté différents bassins versants avec des priorités d'intervention. Le bassin versant ici, dans lequel on va étudier, était prioritaire pour sa mauvaise qualité de l'eau. On voit même ici, là, sur la photo principale de la diapo, l'exutoire finalement du tributaire qui s'appelle le fossé Bellevue. On voit le panache de sédiments en temps de pluie qui se retrouve au lac. Donc, c'est assez évident par cette photo-là qu'il y avait un problème et puis qu'il fallait intervenir. Puis dans les études, le concept proposé finalement dans les études, c'était de prendre le terrain vague que vous voyez à gauche sur la photo, le grand terrain gazonné, pour y aménager un ouvrage de traitement des eaux. Ce terrain-là a été acquis par la Ville de Québec. J'oserais dire en 2018, là, mais je ne sais pas, 2017-2018, quelque chose comme ça, en tout cas, il n'y a pas très longtemps. C'est ce qui a permis de vraiment donner le go au projet. Donc, à la diapo suivante, on voit qu'à partir, ça change, bon, parfait. À partir de l'officialisation de la propriété du terrain par la Ville de Québec, on a été en mesure à Géraud de porter ce projet-là pour aller chercher du financement pour monter un projet concret d'aménagement d'une PGO sur ce site. On est allé chercher des sous au niveau de la Fondation du Québec, du projet Eau Bleue RBC et puis d'Environnement Canada, qu'on remercie d'ailleurs par le fait même. Ce que vous voyez finalement sur la vue aérienne du quartier résidentiel et un petit peu commercial de ce secteur-là, c'est en rouge, c'est le réseau de conduite pluviale. Et en bleu, c'est le ruisseau naturel du fossé Bellevue qui prend source dans des terrains boisés un peu plus en amont, qui est canalisé finalement pour rejoindre, pour être canalisé dans le réseau pluvial et puis ressortir vers le lac. C'est là où est le problème, finalement, c'est qu'on amène les eaux polluées par le ruissellement urbain dans le fossé Bellevue, on les mélange puis on les rejette au lac. Donc, à la diapo suivante, dans le fond, le concept global du projet, c'est de séparer les eaux issues du ruissellement urbain qui sont contaminées, les séparer du fossé Bellevue pour les envoyer vers le terrain récemment acquis, le terrain vague. Là, la diapo ne veut pas changer, on dirait. Effectivement, je tente. OK. J'ai essayé. Voilà. Donc, c'est ça, le changement est minime, mais on voit désormais que le fossé Bellevue coule indépendamment du ruissellement urbain et a été séparé des conduites pluviales, du réseau de conduite pluviale pour suivre son chemin naturel vers le lac, alors que les eaux polluées sont finalement rejetées dans le marais Bellevue. Les photos à droite vous montrent la construction finalement de ces ouvrages-là, mais à la prochaine diapo, je vais vraiment vous montrer en détail le concept du projet. Donc, suivant, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, on revoit encore la flèche rouge qui illustre le ruissellement urbain qui est dirigé vers le nouveau terrain.
dans le fond, cet ouvrage de traitement des eaux et des eaux pluviales est composé de 3 éléments principaux. Donc, en premier, il y a un fossé de décantation qui permet de décanter les plus gros sédiments, hein, les contaminants les plus lourds, ils vont se déposer au fond de ça. Une fois que ce fossé de décantation-là est rempli par la pluie, il y a un trop-plein qui permet d'amener les eaux contaminées vers l'aire de biorétention. Ça ne paraît peut-être pas sur la photo, mais c'est une énorme aire de biorétention. Ça a environ 650 mètres carrés. C'est vraiment le filtre principal de l'ouvrage. Cette aire-là est composée, comme toute bonne aire de biorétention, est composée d'un substrat de biorétention spécialisé. Au fond, en dessous du substrat, il y a un sable drainant, puis même on a aussi un drain perforé. Donc, les eaux qui ne s'infiltreraient pas dans le sol directement pourraient être dirigées dans ce drain-là pour aller à la prochaine composante. Puis par-dessus le substrat, il y a évidemment des végétaux qui ont été plantés avec un paillis. Donc, c'est ça. C'est que si cette aire de biorétention ne suffit plus lors vraiment des plus grandes pluies, là, il y a un trop-plein qui permet de diriger l'eau vers un troisième bassin, un bassin à retenue permanente, qui, lui, a été aménagé avec différentes profondeurs d'eau, puis un design naturel un peu. Hein, c'est pas juste un cercle ou juste un carré. Et puis, les différentes profondeurs permettent l'établissement à certains endroits de plantes aquatiques, puis à d'autres endroits ne le permettent pas pour laisser aussi de l'eau libre, notamment pour la faune, mais aussi pour la pénétration des rayons UV, par exemple. Quand cet ouvrage-là est rempli à sa pleine capacité dans le cas des très fortes pluies, il y a un trop-plein de dissipation qui, lui, permet de faire déborder l'eau, mais pas à un point précis, mais plutôt de façon diffuse à travers la bande riveraine naturelle du terrain, qui est assez importante ici à cet endroit. Donc, ça agit comme dernière barrière aux différents contaminants avant leur rejet au lac. Donc, des petits faits là, à la diapo suivante, c'est que dans le fond, on a renaturalisé un terrain de 3 hectares avec la plantation de 6 000 végétaux. Une grande partie de ces végétaux-là ont été plantés, comme je le disais, dans l'aire de biorétention, mais il y en a quand même aussi au pourtour des ouvrages, sur les rives du bassin à retenue permanente, etc. C'est 17 espèces qui ont été plantées au total. Puis ce qui est intéressant aussi de ce projet-là, c'est que comme le terrain a été acquis par la Ville de Québec, ça va ultimement devenir un terrain public avec un accès, un sentier qui va longer ces ouvrages-là, puis il va y avoir différents outils d'interprétation pour permettre aux gens de comprendre les problématiques, puis à quoi ça sert, etc. Suivant. Alexandre l'a dit en début de présentation, on implante beaucoup d'ouvrages autour du lac, notamment, puis la Ville de Québec en implante, mais il y a aussi les autres municipalités. Fait que, il y a un programme de suivi qui a été développé de 2000, en fait, le travail s'est terminé en 2020 pour étudier un peu l'impact de ces ouvrages-là en termes de qualité de l'eau et de quantité d'eau. Puis il y a une sélection d'ouvrages prioritaires à suivre qui a été réalisée. Puis on a commencé la mise en place là, à Giraud, en collaboration avec la Ville, de ce programme-là l'année dernière. Ça se poursuit cette année. Donc, à la diapo suivante, il y a un exemple de suivi qui est réalisé au niveau des noues végétalisés, ce qui a été présenté par Alexandre, là, le projet des 6 rues autour du lac. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des instruments qui permettent de valider si les critères de conception des ouvrages, le pourquoi on construit les ouvrages, si les objectifs sont atteints. Donc, dans ce cas-ci, c'est des instruments qui permettent d'évaluer l'infiltration de l'eau, les niveaux d'eau dans les noues, etc. Puis, il y a également un suivi des végétaux qui est réalisé par une étudiante de l'Université Laval pour voir comment les végétaux évoluent dans ces ouvrages-là. Puis étudier aussi les propriétés, les substrats, l'évolution des propriétés des substrats dans le temps au niveau des principaux polluants associés au ruissellement urbain. Suivant. Micro. Excusez-moi. Donc, nous voici rendus à la conclusion.
Suite à suite à la problématique présentée, le diagnostic, les solutions recherchées, la mise en œuvre de ça, le programme de suivi, tout ça, ça s'inscrit justement dans une nouvelle approche, une approche qui est transformée. On est passé d'une approche, en quelque sorte, ici, qui était plus traditionnelle, je peux dire, à une approche de gestion durable des eaux de pluie qui nécessite de s'adapter, d'innover dans nos pratiques et nos méthodes de travail, autant même organisationnelles qu'au niveau de réalisation, de conception. Clairement, on comprend pour réaliser un projet comme celui-ci que ça prend, c'est incontournable d'adopter une approche multidisciplinaire. Et ça, autant de l'idéation que jusqu'à l'entretien, donc tout le cycle de vie d'un ouvrage de cette nature-là. Il a fallu aussi clairement développer l'expertise à l'interne, d'aller chercher l'expertise à l'externe. D'ailleurs, je salue encore les collaborateurs qui nous écoutent. Et de partager ces connaissances-là à l'interne également et aussi à l'externe avec nos joueurs immédiats avec qui on travaille, puis même en bout de piste avec les citoyens. Donc, il faut recourir justement à une étroite coopération avec les consultants pour faire ce projet-là, qui est un projet qui a d'autres dimensions que purement la fonction hydraulique des ouvrages. Et puis, il a fallu aussi saisir des opportunités de développer des partenariats, que ce soit avec des organismes du milieu, que ce soit avec les universitaires, que ce soit avec des partenaires financiers. Puis il a fallu donc avoir recours à ces incitatifs fiscaux-là et financiers. Clairement, là, les leçons et les résultats qui seront tirés de ces retours d'expérience-là, de suivi scientifique qu'on réalise sur ces projets-là, vont permettre à la Ville de Québec de développer une démarche d'amélioration continue en matière de gestion durable des eaux de pluie. Alors, ça met un terme à la présentation. D'ailleurs, j'ai remercié à 2 reprises les partenaires financiers. William aussi l'a fait. Donc, on serait prêt à poursuivre, là, céder la parole à Mme Milo, puis peut-être de diriger les questions. Merci beaucoup. Parfait. Je vous remercie là, pour, en fait, Mme Mathieu, M. Baker et M. Verge d'avoir présenté là, vos différents projets. C'est super inspirant là, pour, dans le fond, pour les gens présents là, qui sont beaucoup issus du milieu municipal. Donc, tout au long de la présentation, là, on a pu avoir quelques questions. Mais je vous invite, là, si vous avez d'autres questions, là, à les inscrire dans la section Q&R en bas là, dans votre petit onglet là, de Zoom. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais commencer. On avait une question pour Mme Mathieu, donc de la part de M. Claude Couillard, qui se demandait, en fait, comment expliquer que le code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité ne fait nullement référence à des infrastructures vertes pour l'optimisation de la gestion des eaux pluviales. Puis, donc, par la suite, en fait, c'est sa première interrogation. Donc, peut-être je vais vous laisser répondre, puis par la suite, là, il y avait aussi une forme de commentaire. Oui, mais tout ce que je peux dire à Claude, c'est que Claude, tu sais, je ne suis pas encore sûre que des toitures vertes soient autorisées dans le code de construction. Je suis au cadre. C'est ça. C'est long à faire changer des choses administrativement qui sont très lourdes. Et ce n'est pas justement la mise en œuvre de projets qui sont réussis, puis en prouvant, comme la présentation de William et d'Alexandre, en prouvant les résultats qu'on obtient et qu'on fait changer les choses, mais c'est long. Je peux rien répondre. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est juste parce que les systèmes, les administrations qui gèrent ces codes-là sont lourdes, et voilà. Je peux malheureusement pas donner de réponse que ça. Et merci. Puis en fait, il poursuit en disant que selon ce
il mentionne qu'on favorise encore la mise en place d'équipements tels que les séparateurs hydrodynamiques, alors que des équipements qui ont une performance plus ou moins satisfaisante et nécessitent de l'entretien, alors que les infrastructures vertes offrent une gestion optimale. Puis, il poursuit en mentionnant, si un promoteur présente un projet avec infrastructure verte, il ne peut pas se soustraire d'une déclaration de conformité, alors que pour les appareils de gestion, c'est admissible. Donc, selon lui, là, il y a une incohérence là, qui ne favorise pas la mise en place d'infrastructures. Oui, absolument. Est-ce que ça a été un frein dans votre planification et dans votre conception de vos différents projets? Écoutez, moi, je n'étais pas le bureau d'ingénieur, c'était le bureau d'urbanisme, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de dérogation, mais c'est sûr qu'il y a eu en cours de projet, moi, ce que je vous ai présenté, c'est le projet initial. C'était le rêve finalement. Il est quand même resté rêve à 60%, 70%, mais il y a eu beaucoup d'ajustements au niveau ingénierie qui ont dû être faits, sinon on n'aurait pas encore notre CA. Mm-hmm. Donc, ça va en fait, là, la prochaine question, c'est de Mme Chloé Fredette qui mentionne, dans le fond, on voudrait savoir si le projet d'îlot des vétérans que vous avez présenté là à Saguenay, il s'est finalement réalisé. Il a eu toutes les autorisations, les permis, tout ça. Malheureusement, le promoteur est décédé. Ça, c'est une raison un peu dramatique, là. Mais le projet peut encore... Les propriétaires ils l'avaient vendu. Donc, les propriétaires sont encore intéressés et le projet est encore sur la table de la ville de Saguenay. D'accord. Puis pour ce qui est là, de les autres projets là, que vous avez présentés. Là, Adstock est en construction. Oui. Hein. Adstock a commencé, oui. Adstock est en construction actuellement. Oui. Parfait. Et petite chose particulière, les terrains de la phase 1, on parle d'environ 150 terrains, se sont vendus en 3 mois. Donc, on voit bien que c'est attrayant aussi, puis ça fait une valeur ajoutée pour au niveau promotionnel, au niveau à la fois pour les acheteurs, mais pour les municipalités aussi, quand ils développent des produits, des projets qui font la différence. Là. Oui, absolument. Parfait, merci. Maintenant, j'ai une question pour Alexandre, donc encore de la part de Claude Couillard, donc qui mentionne: où en êtes-vous rendu avec les concepts suivants par rapport aux rues en forme de pyramide inversée, au pavage drainant, à l'implantation de points bas dans les parcs et la réactivation d'anciens cours d'eau? Merci. Je vais dire Claude. Je connais M. Claude Couillard. Alors, actuellement, c'est certain que là, la Ville de Québec, nous, notre mandat, c'est de faire le développement puis d'aider à ces nouvelles, à l'intégration de ces nouvelles mesures de gestion des eaux pluviales. Oui, actuellement, le pavage drainant, vous saviez que vous étiez là pour le projet. Il y a un projet qui s'est réalisé. On va suivre ce projet-là actuellement. D'ailleurs, on a implanté un petit panneau d'interprétation. Également, on est en voie de réaliser un autre projet dans le cadre du PGDEP, le programme d'aide financière du MAMACH, qui consiste aussi à l'implantation d'aires de biorétention et d'un stationnement perméable. Et puis, nous avons aussi la question des rues en forme de pyramide inversée. Ça a été surtout discuté avec les gens du service de l'ingénierie, de la voirie. Et donc, je n'ai pas eu ces échanges-là, mais je sais que Montréal avait sollicité Québec pour ces questions-là. Et puis, pour ce qui est de l'implantation des points bas dans les parcs, bien ça, clairement, avec les architectes paysagistes, présentement, il y a une transformation. Là, on est dans un moment où il y a une transformation dans la façon de développer, de planifier, de concevoir ces nouveaux espaces publics-là. D'ailleurs, c'est une façon de faire qu'on voit à l'extérieur du Québec qui est très courante, là, notamment en France, là, dans les espaces verts et publics, beaucoup de points bas, justement pour diriger les eaux, donc pour favoriser l'infiltration, non pas pour la diriger vers un puisard.
Donc, c'est des choses qui sont toujours en cours, là, en exploration, je dirais. Parfait, merci. En attendant que d'autres questions se posent, en fait, on a deux commentaires dans l'autre section donc de M. Jean Paquin qui félicite Agéro pour les superbes aménagements au Marais du Nord, au nord du lac Saint-Charles. Donc, félicitations. Et également, Mme Chloé Fredette, qui en profite aussi. En fait, William, vous avez parlé là, de la SQP dans votre présentation. Donc, vous voulez aussi partager qu'il y a un événement qui est organisé par la SQP demain. En fait, donc, c'est un autre exemple là, de gestion durable des eaux pluviales là, qui se passe en fait à la ville de Granby. Donc, il va y avoir une visite virtuelle des noues végétalisées là, à Granby. Donc, c'est ouvert à tous. Là. Vous pouvez voir dans la section chat, là, il y a l'information là, pour assister au webinaire. Donc, merci du partage. Donc, s'il y a d'autres personnes là, qui ont des choses à partager en lien avec la gestion durable des eaux pluviales ou des exemples pertinents là, qui se passent là, dans votre milieu. N'hésitez pas là, à alimenter le chat. En fait, il nous reste encore un peu moins de 10 minutes. Il y a des questions qui s'ajoutent. Parfait, merci. On va y aller. Ici, j'ai une question de Pascal Darvaux qui aimerait savoir si les eaux pluviales pourront un jour dans de nouveaux développements résidentiels à être récupérés dans des réservoirs collecteurs de bonne capacité pour les services de nettoyage des rues, arrosage de la végétation pour la ville et également pour l'arrosage des gazons. Donc, je ne sais pas qui souhaite répondre à cette interrogation. Bien, je peux donner un élément de réponse à cette belle vision-là, de M. Darvaux. Donc, clairement, je sais qu'il y a des projets pilotes qui ont été réalisés dans différentes municipalités quant à la récupération des eaux pour l'arrosage avec des citernes. Les résultats ne sont pas toujours concluants. Des fois, c'est plus des problèmes opérationnels. Des fois aussi, c'est dans la balance des coûts aussi, la question je pourrais dire, de gaz à effet de serre et de termes de transport et autres nuisances. Donc, de se rendre à ces citernes-là versus, il y a il y a des analyses coûts-bénéfices qui ont été faites aussi qui permettent toujours d'explorer ça. Donc, pour l'instant, c'est une approche fort intéressante qui n'est pas traduite dans des actions là, concrètes à la Ville de Québec pour l'instant, je dirais. Là. Mais peut-être que dans d'autres municipalités, c'est le cas, là, qu'une approche comme celle-ci à l'échelle du plein... Mais tu sais, là, on est vraiment dans les nouveaux développements. Là. Donc, M. Darvaux dit, pourrons-nous un jour, ben, c'est ça, là, on est à l'échelle de la vision. Parfait, merci. Puis, j'ai une autre question de Marie-Hélène donc, qui mentionne, quand on parle de GDEP dans une municipalité de façon générale, quelle serait, selon vous, la priorité en termes d'infrastructures vertes sans impliquer de nouveaux développements ou nouveaux développements résidentiels? Je pourrais répondre qu'une des mesures les plus simples, les plus économiques, quand on parle de plan de gestion des débordements, par exemple, c'est le concept de déconnexion des toitures. À la base, déjà décharger les réseaux existants de tout ce qui vient de nos terrains privés, alors que souvent, au Québec, les caractéristiques des terrains privés, des banlieues, on s'entend, des centres-villes, c'est différent, c'est de décharger les réseaux existants. Et c'est quand même une mesure qui est assez simple, qui est équitable, qui ne coûte pas cher, et de plus en plus de villes au Québec le font. Ça, il me semble que c'est la base. Puis quand on parle de récupération d'eau de pluie, on a parlé des citernes, on vient de parler des citernes, mais tu sais, les barils de récupération, c'est quand même pas ça qui coûte cher. Tu sais. Puis, évidemment, il faut le vider, son baril. Hein. Ça, je reviens toujours à si vous le laissez plein en continu, c'est un bassin de rétention. C'est donc, mais c'est un des moyens les plus simples que les municipalités devraient regarder.
Pas de chien nous a Désolée pour la fin, le chien. Donc, je vous remercie. En fait, on n'a plus de questions. En fait, on va passer au mot de la fin. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter, là, ou une précision ou quelque chose que vous vouliez en fin de présentation. En complément de ce que Fabienne disait, là, clairement, dans on revient à cette filière de traitement-là. Il faut agir à la source, là où ce que la goutte tombe. C'est ça qui est important. Donc, si on peut la contrôler, déconnecter éviter qu'elle se rende au réseau, comme Fabienne disait, là. Puis, donc, par des mesures de contrôle à la source, puis des mesures d'infiltration. Donc, c'est ça. Donc, on va laisser Stéphanie gérer le chien. Je vous remercie. Donc, je suis désolée pour la finale, encore une fois. Donc, en fait, ça met fin à la présentation d'aujourd'hui, donc du 6e atelier GDEP. Je tiens encore une fois à vous remercier là, de vous être prêté au jeu, d'être venu présenter là, vos différents projets là, qui sont grandement pertinents là, actuellement, puis inspirants là, pour les autres municipalités et autres acteurs de l'eau là, impliqués dans le territoire. Donc, encore une fois, les enregistrements vont être disponibles là, sous peu, autant sur le site web de Réseau Environnement que du ROBVQ. Donc, vous allez pouvoir revoir la présentation d'aujourd'hui, de même que celle qui a eu lieu là, depuis l'automne dernier. Et encore une fois, je tiens à remercier, dans le fond, le ministère de l'Environnement qui, grâce à leur contribution financière, permettent la tenue de ces ateliers. Et également, une mention à Réseau Environnement qui permettent, avec le ROBVQ, de rendre possible ces événements. Donc, on va vous tenir au courant aussi de la suite, là. Il va y avoir d'autres ateliers qui vont avoir lieu probablement à l'automne prochain. Puis également, là, on va vous envoyer dans les prochains jours un court sondage d'appréciation sur les présentations. Également, si vous avez des suggestions pour d'autres thématiques là, qui pourraient être traitées lors des ateliers, ça va nous faire plaisir de vous lire. Donc, je vous remercie encore une fois, puis on vous retrouve lors d'un prochain atelier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.